Léa avait depuis longtemps accepté le manque de ressources. Tant que ses enfants étaient nourris, au chaud et en sécurité, elle considérait que c'était une bonne journée. Et aujourd'hui était une bonne journée. Le soleil perçait entre les nuages, projetant une chaleur dorée sur la place de la ville. Une douce brise apportait le parfum des cacahuètes grillées du chariot d'un vendeur, et ses 3 enfants, Mia, Max et Miles, riaient en chassant les pigeons près de la fontaine. Assise sur un banc chaud, elle sirotait un café bon marché dans une tasse en mousse, les yeux fixés sur ses enfants. Ils avaient 6 ans maintenant. 6, presque 60, tant il lui donnait l'impression que tout valait encore la peine d'être vécu. Puis elle le remarqua. De l'autre côté de la place, à moitié caché derrière une jardinière, était assis un homme aux cheveux noirs en bataille et à la barbe sauvage. Ses vêtements étaient superposés et dépareillés, tachés de la crasse de la ville. Mais ce n'était pas son état qui faisait bondir son cœur. C'était son regard. Même de loin, Léa sentait quelque chose bouger dans sa poitrine. Il avait l'air brisé, pas seulement fatigué, mais anéanti. Ses mains tremblaient tandis qu'il fixait quelque chose dans sa paume. Puis, en silence, il se mit à pleurer. Léa reporta son regard sur ses enfants. « Reste là où je peux te voir, d'accord ?» Mais à peine avait-elle dit ça qu'il se passa quelque chose d'étrange. Miles cessa de courir après les oiseaux. Mia laissa tomber son pain à moitié mangé. Marc plissa les yeux vers l'homme. Puis, sans un mot, ils coururent. « Attendez. »« Et, où vas-tu » appela Léa en se levant, la voix s'élevant sous l'effet de la panique. Ils se précipitèrent droit sur l'homme en pleurs. Les gens sur la place se retournèrent. Quelques-uns eurent même le souffle coupé. Les triplés n'hésitèrent pas. Ils le rejoignirent et, comme attirés par la gravité, l'entourèrent de leurs petits bras. « Papa » dit Mia en premier, en lui enlaçant le cou. « Tu es revenu. » Marc sanglota en lui serrant la main. « Tu vas bien, papa ?»« Ne pleure pas » murmura Miles, son petit visage enfoui dans la poitrine de l'homme. Le cœur de Léa s'arrêta. Elle laissa tomber son café. Il s'écrasa au sol. Le monde autour d'elle ralentit tandis qu'elle courait vers eux. L'homme, toujours assis, toujours abasourdi, leva les yeux vers elle. Puis il murmura, « Léa. » Ses pas hésitaient. Son souffle se bloquait. Non. C'était impossible. Cette voix. Ce nom. Ses yeux se fixèrent sur son visage, le soleil illuminant des traits familiers derrière la poussière et des années de douleur. « Ethan » murmura-t-elle. Ses genoux faillirent lâcher. 7 ans. 7 ans depuis qu'elle n'avait pas vu son visage. Depuis qu'elle avait été arrachée de la résidence Coleman, déjà enceinte, le cœur brisé, humiliée. Depuis que Victoria Coleman, sa mère, lui avait dit qu'Ethan ne voulait plus rien avoir à faire avec un musicien ambitieux, elle le croyait parti. Elle pensait qu'il l'avait abandonnée, la laissant seule élever des triplés. Mais il était là. Sans abri. En pleurs. Être serré dans ses bras par les enfants qu'il n'avait jamais rencontrés. La foule commençait à se rassembler, murmurant confusion et curiosité. Léa se força à bouger. Mia. Max Miles. Éloigne-toi de lui, reviens vers moi, tout de suite. Cria-t-elle. Les enfants la regardèrent, perplexes. Mais maman, son papa. Tu ne te souviens pas? Elle les attrapa par les bras, les éloignant doucement mais fermement. Non. Non, les bébés. Venez ici. Ethan se leva lentement, les jambes tremblantes. Ses yeux étaient vitreux, remplis de larmes et d'incrédulité. Il me connaissait, murmura-t-il. Il savait, tout simplement. Léa recula. Toi, tu n'es pas censé être là. Tu es censé être parti. Tu es parti. Moi non, dit rapidement Ethan. Je ne t'ai jamais quitté, Léa. Je n'ai même pas eu le temps de te dire au revoir. Je te cherche depuis des années. Les gens me regardent. Les téléphones étaient éteints. L'esprit de Léa tourbillonnait de 1000 questions, mais sa priorité était claire. Les enfants, dit-elle en essayant de sourire. On rentre à la maison. Mais maman, il est gentil. Il sent la salle de musique, dit Mia en fronçant les sourcils. Léa se figea. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent. Léa baissa les yeux vers eux.
Tu t'en souviens? Max hocha la tête. De nos rêves. Léa ne répondit pas. Elle les emmena, laissant Ethan debout au milieu de la place, le cœur brisé et tremblant. De retour à la maison, après avoir bordé les enfants, Léa s'assit dans le calme du salon, les yeux fixés sur une vieille photo rangée dans son tiroir. Elle et Ethan, enlacés, jeune et souriant, une larme coula sur sa joue. Était-ce vraiment lui? Était-il possible qu'il n'ait jamais su? Et comment les enfants l'ont-ils reconnu? Si votre cœur s'est arrêté lorsque les triplés ont couru vers un homme qu'ils n'avaient jamais rencontré, abonnez-vous maintenant. Parce que certaines histoires sont plus que de la fiction, elles sont le fruit du destin. Léa n'arrivait pas à dormir. L'image d'Ethan, les joues creuses, la voix tremblante, le regard hanté, ne cessait de surgir derrière ses paupières closes, tel un fantôme qui ne la quittait jamais. Ce n'était pas seulement qu'il était vivant. C'était la façon dont les triplés couraient vers lui, la façon dont Mia l'appelait, « Papa », comme si elle se souvenait de quelque chose d'impossible. Elle s'assit au bord de son lit, serrant plus fort la vieille photo. Elle ne l'avait pas regardée depuis des années, mais ce soir-là, elle refusait de rester cachée. Ses doigts effleurèrent les bords du cadre, traçant l'image. Ethan portait un sweat à capuche universitaire, les bras autour de ses épaules, tous deux riaient sous un arbre dans la cour de l'université. Elle était enceinte à ce moment-là, mais ils n'en avaient parlé à personne. C'était leur secret, encore plein d'espoir. Jusqu'à ce que tout vole en éclats. Il y a 7 ans, Léa se souvenait du silence qui régnait au domaine Coleman, de sa grandeur digne d'un magazine. Ethan Y avait amené tard un soir, en lui chuchotant qu'il y avait un piano caché derrière la bibliothèque. « Tu vas adorer », dit-il en écartant une mèche de cheveux de sa joue. « Et quand j'ai finalement convaincu ma mère, ce serait notre maison. » Il joua du piano pour elle ce soir-là, et une mélodie, dit-il, lui vint à l'esprit la première fois qu'il la vit sourire. C'était magique. Mais tout cela tomba en cendres en quelques jours. Victoria Coleman ne la détestait pas seulement, elle la méprisait. Lorsqu'elle apprit que Léa était enceinte, la confrontation ne fut pas privée. Elle fut bruyante. Froid. Devant tout le personnel. « Tu crois que tu resteras dans notre lignée avec ta petite erreur à l'école de musique ?» siffla Victoria. « Il a déjà été traité. Tu ne remettras plus jamais les pieds dans cette maison. » Léa supplia de pouvoir voir Ethan. Elle a été poussée dehors avant même qu'elle puisse prononcer son nom. Et comme ça, il est parti. Plus aucun appel. Aucun message. Que du silence. Elle avait pleuré pendant des semaines, se tenant le ventre, se demandant s'il l'avait vraiment aimée, ou si elle avait participé à un jeu cruel. Finalement, elle cessa de poser des questions. Des années plus tard, ce même homme avait murmuré son nom comme une prière sur une place publique. Comment pouvait-il être sans abri? Que s'était-il passé? Était-ce des mensonges? Le lendemain matin, Léa prépara les déjeuners des enfants et les accompagna à l'école. Sur le chemin du retour, elle s'arrêta dans un café du coin et hésita devant la porte. Elle n'était pas là pour prendre un café. Elle espérait qu'il serait là. Et il l'était. Ethan était assis seul à une table au fond, un gobelet en carton devant lui, à moitié plein et froid. Il portait toujours les mêmes vêtements, mais ses cheveux avaient été peignés en arrière et quelqu'un lui avait prêté une veste propre. Elle entra. Il la vit instantanément. Il se leva. Léa. Elle leva la main, le faisant taire. Assieds-toi. Il s'assit. Elle se glissa dans la cabine en face de lui. Commence à parler. Tout. Il expira lentement, comme s'il attendait ce moment depuis des années. Après qu'il t'ait traîné dehors. J'ai perdu la tête. J'ai essayé de t'appeler, mais ton numéro était coupé. Je suis allé à ta résidence. Parti. J'ai supplié ma mère de me dire où tu étais. Et elle t'a dit quoi? Demanda Léa froidement. Ethan serra les dents. Que tu prenais de l'argent pour ton silence. Que tu ne voulais rien avoir à faire avec moi ou le bébé. Que tu étais parti à New York pour faire carrière. Léa s'est moquée. Et tu l'as cru. J'avais 20 ans. Brisé. Et elle m'a dit qu'elle avait des preuves. Relevé bancaire. Photo. Oui, j'étais un imbécile. Léa détourna le regard, retenant ses larmes. Je suis devenu engourdi,
continua-t-il. J'ai arrêté de jouer. Mon père est tombé malade. Plus rien ne m'importait. Et à sa mort, elle a repris la succession. Ils ont gelé mes comptes. Je n'avais rien. À part ton nom, le nom commun. Ethan rit amèrement. Ça ne veut rien dire quand les avocats lui sont tous fidèles. Quand ton chagrin devient une arme utilisée contre toi. Léa ne répondit pas. Elle m'a dit que tout était dans ma tête, murmura-t-il. Que j'imaginais notre amour. Que tu n'étais qu'un visage. Les mains de Léa tremblaient sous la table. Tu l'as laissé m'effacer. Tu l'as laissé effacer tes propres enfants. Ethan a baissé la tête. Je ne savais rien d'eux. Il l'a dit doucement. Jusqu'à hier. Jusqu'à ce qu'il court vers moi, et je l'ai senti. Léa, je l'ai senti. Elle l'a regardé, vraiment regardé. Et elle l'a vu. Le vieil Ethan. Derrière sa barbe, derrière sa douleur. L'homme qui jouait du piano pour elle comme si elle était la seule mélodie qui comptait. Il te connaissait, murmura-t-elle. Il n'avait jamais vu de photo de toi. Il ne connaissait même pas ton nom. Ethan leva les yeux écarquillés. Crois-tu en quelque chose de plus grand que tout ça, demanda-t-il. Parce que, je le jure, quand ils m'ont touché, c'était comme si mon âme s'en souvenait. Léa déglutit difficilement. Je les ai élevés seuls, dit-elle. Aucune aide. Aucun soutien. J'avais 2 boulots. Je répondais à chaque question sur l'endroit où leur père était allé par un mensonge auquel j'avais du mal à croire. Ethan se couvrit le visage. Mon Dieu. Je suis désolé. Je ne veux pas d'excuses, Ethan, dit-elle doucement. Je veux savoir ce que tu vas faire maintenant. Il la regarda, la voix rauque. Tout ce que tu me permettras. Si tu as déjà hésité entre le pardon et la vérité, abonne-toi. Parce que parfois, l'amour revient quand il est enfin assez fort pour rester. Le vent était glacial ce soir-là tandis que Léa rentrait du café, les mains enfoncées dans les poches de son manteau, la tête pleine de bruit. Sa conversation avec Ethan résonnait en boucle, sa voix brisée par le regret, ses yeux rivés sur le chagrin, la vérité qu'elle implorait d'entendre depuis des années s'échappant enfin de ses lèvres. Elle avait envie de le haïr. Pour avoir cru au mensonge. Pour ne pas avoir lutté plus durement. Mais quelque chose en elle s'est adouci, car les enfants savaient. Ils accoururent vers lui non pas à cause d'une photo ou d'une histoire, mais à cause de quelque chose de plus profond. Quelque chose d'instinctif. Elle déverrouilla la porte de l'appartement et entra. L'odeur des nouilles cuites au micro-ondes l'accueillit. La triplée était assise en tailleur devant la télé, un dessin animé diffusant à voix basse. En la voyant, ils mirent tous la série sur pause, en parfaite synchronisation. « Est-ce qu'il va bien ?» demanda Max en premier. « Veux-tu dîner avec nous ?» intervint Mia. Léa cligna des yeux. « Dîner. » Miles se leva et s'approcha d'elle, ses petits bras autour de sa taille. Il semblait affamé. Et il faisait froid. Léa s'agenouilla et le serra fort dans ses bras. « Vous ne le connaissez même pas. »« C'est notre papa, » dit Miles d'un ton neutre, comme si c'était la vérité la plus simple du monde. Elle soupira. « Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais ce n'est pas un mauvais homme. » Les enfants semblaient satisfaits. Mais dans la poitrine de Léa, une nouvelle tempête se préparait. Le lendemain matin, Léa accompagna les triplés à l'école, mais s'arrêta au coin de la 7e rue et de Brook, devant l'ancienne église qui servait désormais de refuge. Elle hésita une seconde avant d'entrer. La réceptionniste haussa un sourcil. « Tu cherches quelqu'un ?»« Ouais, » dit Léa. « Il s'appelle Ethan Coleman. »« Oh. » Le pianiste. La femme sourit. « Il est à l'arrière avec les enfants. Des pièces de théâtre le matin, quand on distribue à manger. » Le cœur de Léa fit un bond. Elle suivit le son des notes douces qui résonnaient dans le couloir. Dans une petite salle de jeu, il était là, assis devant un piano droit usé, entouré d'enfants du refuge. Ses doigts dansaient sur les touches, et même si le piano était désaccordé, la mélodie était claire. C'était la berceuse. Celle qui lui avait joué pour son ventre, le soir où elle lui avait annoncé sa grossesse. Elle se tenait sur le pas de la porte, les yeux embués de larmes. À la fin de la chanson, quelques enfants ont applaudi. Ethan se retourna et la vit.
Il se leva aussitôt, les yeux écarquillés d'incertitude. Je ne suis pas là pour me battre, dit Léa en entrant. Cette chanson, tu t'en souviens encore? Je ne l'ai jamais oubliée, dit-il. Il y eut un silence. Puis Léa prit une inspiration et dit ce qu'il avait pesé toute la nuit. Je veux que tu connaisses tes enfants. Lentement. À mes conditions. Aucune surprise. Le visage d'Ethan affichait un mélange de soulagement et d'incrédulité. N'importe quoi. Je prendrai n'importe quoi. Mais si jamais tu disparais à nouveau, dit-elle fermement, je ne te pardonnerai pas. Je ne te pardonnerai pas, promit-il. Plus jamais. Ce soir-là, Ethan vint dîner. Il avait apporté une chemise propre, nettoyée grâce à un programme de bénévolat local, et ressemblait presque à l'homme qu'elle connaissait. Le triplet avait dessiné des pancartes, « Bienvenue papa » au crayon gras. Ethan eut une crise de larmes en les voyant. Ils mangèrent des macaronis au fromage. Les enfants ont insisté pour qu'ils s'assoient entre eux. « Tu aimes les dessins animés ?» a demandé Max, la bouche pleine. « Oh, oui. » Ethan sourit. « Et les soirées dansantes ?» ajouta Mia. « J'étais doué pour ça, avant, » dit-il en riant. Miles se pencha et murmura, « On a gardé ta place. » Ethan se figea. « Quoi? On l'a toujours gardé. » Même si on ne savait pas pourquoi. Plus tard dans la soirée, une fois les enfants endormis, Léa et Ethan s'assirent en silence sur le canapé chaud. Elle fixait ses mains. « Ils t'aiment déjà. Comme ils l'ont toujours su. »« Je les aime aussi, » dit-il doucement. « Ce ne sera pas facile, » prévint-elle. « Ils ont des questions. J'ai des questions. Je veux répondre à toutes. » Elle le regarda, incertaine. « Pourquoi pleurais-tu ce jour-là? » Sur la place. La mâchoire d'Ethan se crispa. « J'ai trouvé une photo, » dit-il. « Une vieille photo de toi et moi. Il était sous mon matelas au refuge. Je ne savais même pas que je le gardais. » Il marqua une pause. « Et pour la première fois depuis des années, je me suis laissé tout ressentir. Des regrets. De la culpabilité. Espoir. Tu m'as manqué, et je ne savais même pas ce que je ratais. » Léa déglutit. « Je suis resté assis là, » a-t-il poursuivi, souhaitant avoir une dernière chance de réparer les choses. Et puis, ils ont couru vers moi. Si vous croyez aux secondes chances et à l'amour qui attend en silence, abonnez-vous. Parce que parfois, le destin ne frappe pas à la porte, il court vers toi en t'appelant, papa. Le week-end passa comme un rêve dont aucun d'eux ne voulait se réveiller. Pour la première fois, l'appartement semblait plein d'une manière que Léa ne pouvait expliquer. Ethan ne passait pas la nuit, mais il passait chaque matin, apportant des fruits, racontant des histoires, aidant aux devoirs. Il ne dépassait pas les bornes. Il se lavait, il apprenait. Et les triplés, ils s'épanouirent. Mia peignit un portrait de leur famille et le scotcha sur le frigo. Max écrivit une nouvelle intitulée « L'homme qui est revenu » et la lut fièrement à voix haute à la table de la cuisine. Et Miles commença à dormir toute la nuit, pour la première fois depuis des années, serrant contre lui la petite boîte à musique qu'Ethan lui avait offerte, un petit objet qu'il avait sculpté lui-même au refuge. Un soir, Léa se tenait à la porte, les bras croisés, regardant Ethan démêler délicatement les cheveux de Mia tandis qu'elle lui parlait de son cours préféré. « Tu es plus doué que je ne le pensais, » dit-elle sèchement. Ethan leva les yeux en souriant. « Tu serais étonné de ce qu'on apprend quand on a 6 petites filles au refuge qui réclament des queues de cheval. » Elle sourit malgré elle. Il se leva. « Léa. Je sais que c'est encore fragile. Mais j'aimerais être là pour de vrai. Tous les jours. En tant que leur père. » L'expression de Léa s'assombrit légèrement. « Je ne t'en empêcherai pas. Je sais. Mais ce n'est pas tout. Je veux construire quelque chose de mieux pour eux. Pour vous aussi. » Elle haussa un sourcil. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Ethan expira. « J'ai commencé à fouiller dans les vieux dossiers de mon père. Son avocat, Maître Potter, croit toujours que je peux récupérer une partie de la succession. La fiducie initiale contient une clause qui permet de contourner le contrôle de ma mère si certaines conditions sont remplies. » La mâchoire de Léa se serra. « Conditions. Preuve d'héritier direct. » Elle se figea. « Tu veux dire nos enfants ?» Il hocha la tête.
Si je prouve que j'ai des enfants biologiques, la fiducie s'activera. Cela devient irrévocable. Elle ne peut plus y toucher. Et ensuite, demanda-t-elle prudemment. Je peux enfin vous offrir, à toi et au triplé, tout ce que vous méritez, la sécurité, un vrai foyer, l'éducation, le soutien. Léa se retourna, se dirigea vers l'évier et regarda par la fenêtre un long moment. Je ne les ai pas élevés pour être des pions, dit-elle doucement. Ils ne le sont pas, dit Ethan. Mais si je peux utiliser la vérité, leur droit de les protéger de la femme qui a essayé d'effacer tout ça, je le ferai. Cette nuit-là, Léa était assise dans son lit avec le kit ADN qu'Ethan avait laissé sur la table. Cela lui semblait clinique, intrusif. Mais aussi nécessaire. Elle le contempla pendant 1 heure avant de finalement l'ouvrir. Si cela pouvait empêcher Victoria Coleman de leur faire à nouveau du mal, peut-être que cela en valait la peine. 3 jours plus tard, elle postait les enveloppes scellées. Et 1 semaine plus tard, tout changeait. L'hôpital était bruyant et les alarmes retentissaient lorsque Léa fit irruption aux urgences, serrant Miles dans ses bras. Il brûlait de fièvre, sa respiration était superficielle et irrégulière. « Il ne répond pas » s'écria-t-elle. « S'il vous plaît, aidez-le. » Une infirmière les a emmenés au triage. Les médecins ont afflué. Ethan est arrivé quelques minutes plus tard, essoufflé, la chemise trempée de sueur. Que s'est-il passé? Je ne sais pas, il allait bien ce matin et puis, il s'est effondré. Une infirmière s'est approchée. On aura peut-être besoin d'une transfusion d'urgence. L'un d'entre vous connaît-il son groupe sanguin? Léa secoua la tête avec frénésie. Non, prends le mien, n'importe quoi. Laisse-moi essayer, interrompit Ethan. L'infirmière hésita, puis acquiesça. Viens avec moi. Les minutes s'écoulèrent. Puis le médecin revint. Le sang du père était parfaitement compatible. Mieux que celui de sa mère. Il réagit immédiatement. Léa expira si fort qu'elle faillit s'effondrer. Ethan revint, pâle mais calme. Il allait s'en sortir. Léa le serra dans ses bras sans réfléchir. Merci. Je donnerai tout ce que j'ai pour lui, dit-il. Léa se recula et murmura, ils sont à toi. Tous les 3. Ethan déglutit difficilement, les yeux humides. Je sais. Mais quelqu'un d'autre l'observait. De l'autre côté du couloir, une femme en talons et manteau rouge vif baissa ses lunettes de soleil. Ses lèvres se retroussèrent. Victoria Coleman n'avait pas besoin de test ADN. Elle le voyait dans les yeux du garçon. Elle tourna les talons et quitta l'hôpital sans un mot. Le lendemain, un homme en costume gris frappa à la porte de Léa. Il lui tendit une lettre scellée d'or, une convocation au tribunal pour une audience relative à la garde des enfants. Ses mains tremblaient. Ethan saisit la lettre et la lut. Son visage se vida. Elle demande la tutelle, murmura-t-il. Elle prétend que tu es inapte et que les enfants appartiennent à la lignée Coleman. Léa s'effondra au sol. Elle veut te les prendre. Elle essaie de t'effacer, dit Ethan. Encore. Les jours précédant l'audience furent un véritable tourbillon d'anxiété. Léa mangeait à peine. L'enfant sentait que quelque chose n'allait pas. Un soir, Mia murmura, « Est-ce que quelqu'un essaie de nous voler, maman ?» Léa l'embrassa sur le front, essayant de rester forte. « Personne ne te volera, bébé. Pas tant que je respire. » Pendant ce temps, Ethan rencontrait M. Potter, l'ancien avocat de la famille. Ils commencèrent à creuser. Leurs découvertes changèrent tout. Le défunt père d'Ethan avait laissé un testament modifié, que Victoria avait dissimulé. Il stipulait que si Ethan avait des enfants, ils deviendraient les héritiers directs de l'héritage Coleman sans l'approbation de Victoria. C'était une bombe à retardement juridique. Et le test ADN a été le déclic. La veille du procès, les triplés ont veillé tard pour faire un dessin. Ils l'ont collé à l'intérieur du manteau d'Ethan. 3 bonhommes allumettes se tenant la main avec un plus grand. Il était écrit au crayon bleu vif, « On te choisit, papa. » Si vous croyez que l'amour ne doit jamais disparaître et que certaines batailles valent tout, abonnez-vous dès maintenant. Parce que la vérité finit toujours par nous parvenir. La salle d'audience était froide, mais la tension la rendait étouffante. Léa était assise, raide, à la table des plaignants, le cœur battant la chamade. Ethan était assis à côté d'elle, vêtu d'un costume modeste,
emprunté, légèrement trop ample, mais sa posture était ferme et protectrice. De l'autre côté de l'allée, Victoria Coleman, vêtue d'une élégante robe de créateur, affichait un air calme et glacial. Son équipe de 3 avocats de haut rang la flanquait comme des loups en attente. Le juge entra. La salle se leva. Puis le silence régna. Le greffier commença à lire le dossier à voix haute. Coleman et Walker, requête en transfert de garde d'urgence pour inaptitude et revendication de filiation. Léa n'arrivait pas à croire que c'était vrai. Victoria avait demandé la garde exclusive, non pas des droits d'Ethan, mais des siens. Elle m'accuse d'être une mère indigne à cause de mes revenus, murmura Léa. Que je les ai cachés pour manipuler leur héritage. Ethan se pencha. Nous avons le test. Nous avons le testament de papa. Restez calme. Ce ne sont que du bruit en attendant que la vérité éclate. L'avocat principal de Victoria commença, suffisant et répétant. Ma cliente souhaite simplement que ses petits-enfants, dont elle vient de découvrir l'existence, soient élevés dans la sécurité et le privilège de leur héritage légitime. Elle n'en a jamais voulu. Léa murmura. L'avocat poursuivit, soulignant les conditions de vie modeste de Léa, son absence d'antécédents professionnels et son instabilité émotionnelle. Léa serra le poing. Puis Ethan se leva. Je n'ai pas été informé de cette affaire, a-t-il dit. Mais j'aimerais présenter des preuves et parler en tant que père biologique. Le juge a haussé un sourcil. Avez-vous une preuve légale de paternité? Ethan a sorti une enveloppe scellée de sa mallette. Nous avons soumis les résultats certifiés du test ADN. Il confirme que je suis le père biologique des 3 enfants. Il l'a déposé sur le bureau du greffier. De plus, a-t-il ajouté, nous avons une copie notariée du testament de mon défunt père, stipulant que tous mes descendants directs sont automatiquement héritiers. La fiducie contourne complètement ma mère. Il y eut des halètements. Le juge ajusta ses lunettes et lut attentivement les documents. Cela change le fondement de la requête. Le sperme de Victoria craqua. Elle se leva. Ils le manipulèrent. Il était sans domicile fixe, à peine capable de gérer ses affaires, incapable d'élever des enfants, et encore moins de décider de leur héritage. Le juge la regarda droit dans les yeux. Mademoiselle Coleman, veuillez vous asseoir. Ou je vous fais expulser. Devant la salle d'audience, une foule s'était rassemblée. L'information avait fuité. Les gens murmuraient, des triplés nés en secret, héritiers de la fortune Coleman. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Une vidéo virale. Plus tôt ce matin-là, les triplés avaient chanté sur les marches du palais de justice, ignorant le poids de la journée, se contentant de chanter la berceuse que leur père leur avait apprise. Un journaliste a filmé la scène. La légende disait, 3 enfants chantent pour le père qu'ils viennent de trouver, tandis que leur grand-mère tente de les emmener. La vidéo a fait un tabac en ligne. En milieu de matinée, des hashtags comme « triplet trousse » et « let them stay » étaient en vogue. L'opinion publique a basculé en faveur de Léa et Ethan. De retour dans la salle d'audience, le juge a demandé une courte pause. Ethan est sorti avec Léa. Elle l'a regardé fixement. « Tu crois qu'on va gagner ?» Il lui prit doucement les mains. « On l'a déjà fait. Parce que la vérité éclate. Et ils savent enfin qui est leur père. » Elle baissa les yeux vers leurs mains jointes. « Je n'aurais jamais cru vous voir vous battre comme ça, » dit-elle doucement. « Je n'ai jamais cessé de me battre, » répondit-il. « Je ne savais simplement pas où était la bataille. » À la reprise de l'audience, le juge a statué rapidement. La garde exclusive des enfants reste entre les mains de Léa. L'autorité parentale partagée est accordée à Ethan Coleman. La requête de Victoria Coleman a été rejetée et le tribunal lui a conseillé de mettre fin à toute procédure judiciaire sous peine de sanction. Un murmure s'éleva dans la salle d'audience. Victoria se leva, le visage rouge d'humiliation. « Je vais faire appel », siffla-t-elle à ses avocats. « Je les enterrerai tous les 2. » Mais son propre avocat l'interrompit doucement. « Maman, tu ne contrôles plus la fiducie. Le conseil a déjà voté. Votre influence est terminée. » Elle se tut. Pour la première fois de sa vie, Victoria Coleman avait perdu le combat. Et ce fut son fils, celui qu'elle tentait de briser, qui porta le coup de grâce. Dehors, les triplés coururent se jeter dans les bras d'Ethan. « Tu as gagné, papa.
Tu as gagné. Mia a crié. Tu es vraiment à nous maintenant. Cria Max. Miles brandit un petit morceau de papier, un dessin au crayon représentant une maison, un piano et 5 bonhommes allumettes se tenant la main. Ethan retint ses larmes. J'ai toujours été à toi. Plus tard dans la soirée, Ethan et Léa étaient assis dans le calme de l'appartement, les enfants enfin endormis. Ethan posa une simple clé sur la table. Qu'est-ce que c'est? Demanda Léa. C'est pour le vieux cottage de mon père, en dehors de la ville. Ce n'est pas un manoir. Mais c'est propre. Sûr. À nous. Elle prit la clé et la fit tourner dans sa main. Et si je dis oui, et après? On recommence, dit-il. Pas d'amis. Pas de plaque nominative. Juste nous. Elle le regarda un long moment. Puis elle murmura, d'accord. Quand la vérité brise le mensonge et que l'amour refuse de disparaître, la justice suit son cours. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires où la famille gagne, même après une longue attente. La décision de justice aurait dû apporter la paix, mais Ethan savait qu'il n'en était rien. Victoria Coleman n'a pas seulement été vaincue, elle a été humiliée. Et les personnes humiliées, surtout celles qui avaient du pouvoir et de l'orgueil, ne se sont pas laissées faire. 2 jours après le verdict, Léa a reçu une lettre officielle du propriétaire. Un avis d'expulsion. Plus que 30 jours pour quitter les lieux. Elle le fixait, incrédule. Qu'est-ce que c'est? Je suis à jour de mon loyer. Ethan prit la lettre et scruta le nom de l'expéditeur, Wilmington Property Holdings. C'est une société écran. C'est elle. Elle tire les ficelles. Léa referma l'enveloppe d'un coup sec. Elle essaie de nous acculer dans un coin. De nous faire paraître instables. Alors, on n'attend pas, dit Ethan en se levant. On bouge. Où ça va, rétorqua TL. On ne peut pas s'enfuir à chaque fois qu'elle balance son ego. Ethan sortit la 2e clé de sa poche. Le cottage de mon père. Il est propre, sûr et légalement à moi. Elle ne peut pas y toucher. Léa semblait hésitante. Il s'adoucit. Ce n'est pas une retraite. C'est une résistance. Nous protégeons notre famille maintenant, sur notre terrain. Elle hocha lentement la tête. D'accord. Mais si elle réapparaît? Elle ne s'approchera pas. Le jour du déménagement arriva rapidement. Les triplés, ravis du changement, emballèrent leurs quelques jouets dans des sacs à dos dépareillés. Ils ne comprenaient pas vraiment le poids de tout cela, mais ils sentaient que l'air était différent, comme si quelque chose d'énorme se déplaçait. Le cottage était niché juste à l'extérieur de la ville, entre des routes sinueuses et des arbres dorés. Ce n'était pas luxueux, mais il y faisait chaud. Un petit jardin au fond, un petit studio avec un piano poussiéreux dans un coin. À leur arrivée, Miles s'y est précipité. Il ressemble à celui de la place. Ethan gloussa. C'est mieux. Celui-ci contient nos histoires. Léa se tenait sur le pas de la porte, regardant ses enfants explorer leur nouvelle maison. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas l'impression de survivre. Elle se sentait en sécurité. Mais Victoria n'en avait pas fini. Cette semaine-là, elle s'est lancée dans une campagne médiatique, apparaissant dans des émissions matinales de luxe et accordant des interviews voilées. On nous les a volés, a-t-elle déclaré avec une tristesse théâtrale. Mon fils était mentalement instable lorsqu'il l'a rencontrée. Cette femme l'a manipulé et lui a caché la vérité pendant des années. Les tabloïds ont adoré. Les gros titres criaient, la dynastie Coleman déchirée par des triplés secrets. L'héritier sans abri et sa maîtresse controversée. Léa fixait l'écran avec dégoût. Elle me dépeint comme une folle à la recherche d'or. Elle se noie, dit Ethan. Elle essaie de nous entraîner avec elle. Puis il s'est levé. Donnons-lui une chose à laquelle elle ne s'attendra pas. Léa cligna des yeux. Ce qui est. La vérité. Publique. Brute. Et entièrement nôtre. 2 jours plus tard, Ethan a posté une vidéo. Elle n'était pas tapa accent grave l'œil. Juste lui devant le vieux piano, les triolets en arrière-plan, dessinant tranquillement. Léa derrière la caméra. Il a tout raconté. La trahison. Les mensonges. Les retrouvailles. L'ADN. La bataille judiciaire. Puis il joua la berceuse.
Ce faisant, chaque enfant grimpa sur ses genoux. La vidéo se terminait par une simple phrase, « Voilà à quoi ressemble une famille, qu'on l'approuve ou non ». En quelques heures, la vidéo a explosé en ligne. 2 millions de vues. Des milliers de commentaires. Ça, c'est réel. La mélodie du piano a sonné différemment quand il a dit « à nous ». Victoria devrait avoir honte. Ces bébés aiment leur papa. Redonner son nom à cet homme. Le soutien du public a fortement augmenté. L'équipe de relations publiques de Victoria a fait marche arrière. Elle annula sa prochaine apparition. Le monde avait choisi. Ce week-end-là, Léa se tenait dans la cuisine à servir du chocolat chaud pendant que les enfants jouaient à chat dehors. Ethan est intervenu et a essuyé la terre de son jean. Nous avons planté des carottes. Ont-elles aidé ou détruit le sol? Un peu des deux, a-t-il souri. Elle lui tendit une tasse. Merci. Pour être resté. Pour avoir lutté. Pour ne pas l'avoir laissé te briser à nouveau. Il but une gorgée et la regarda dans les yeux. Je crois qu'elle m'a brisé. Mais d'une certaine manière, cela a laissé place à quelque chose de meilleur. Comme quoi? Toi. Léa détourna le regard, le cœur battant. La porte s'ouvrit brusquement. Maman. Papa. Viens voir. Nous vous avons préparé une surprise. Dehors, au milieu du jardin, les triplés avaient disposé des pierres en un cercle parfait. Au centre, ils avaient placé une pancarte faite maison. La famille s'agrandit ici. Ce soir-là, tandis que les étoiles scintillaient au-dessus du cottage, Ethan s'assit de nouveau au piano. La même berceuse résonnait. Mais cette fois, Léa était assise à côté de lui. Elle posa sa tête sur son épaule. Et pour la première fois depuis ce long, chaotique et douloureux voyage, ils se sentirent tous deux chez eux. Parce que parfois, les prises de position les plus fortes se font en silence, avec l'amour et la vérité comme armure. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires où les choses brisées retrouvent leur beauté. Le chalet n'était leur foyer que depuis 2 semaines, mais pour les triplés, cela semblait durer une éternité. Ils s'adaptèrent rapidement, nourrissant les poules avec Ethan, aidant Léa à la cuisine, peignant la clôture, chassant les grenouilles près du petit ruisseau derrière le jardin. Léa les observait par la fenêtre chaque matin, s'habituant encore au calme. Se demandant encore si c'était réel. Jusqu'à ce vendredi matin, où une simple enveloppe blanche est arrivée dans la boîte aux lettres. À l'intérieur, une simple phrase dactylographiée, « L'argent finit toujours par gagner. Préparez-vous à tout perdre à nouveau. » Pas de signature. Mais elle n'en avait pas besoin. Ethan se tenait derrière elle, lisant par-dessus son épaule. Elle bluffait. Léa serra les dents. Tu crois vraiment qu'elle va laisser passer ça en silence? Elle n'a plus le public. Nous, si. Ils n'ont rien dit aux enfants. Mais l'anxiété persistait dans l'air comme une fumée. Puis vint la distraction idéale, l'école organisait un petit événement communautaire sur la place publique, une collecte de fonds avec des spectacles d'enfants du quartier. Stand de nourriture, musique, danse. C'était une ambiance conviviale et ouverte à toutes les familles. Mia a trouvé le dépliant et s'est précipitée dans la maison en l'agitant comme une carte au trésor. On peut chanter? S'il te plaît. On veut chanter la chanson que tu nous as apprise, papa. Ethan marqua une pause, hésitant. Léa haussa un sourcil. Qu'est-ce qui ne va pas? Il regarda les enfants. Êtes-vous sûr? Les 3 triplés crièrent à l'unisson, oui. Léa posa une main sur la sienne. Qu'ils brillent. Ils en ont assez de l'obscurité. Le jour J arriva. La place bourdonnait d'énergie, ballons, stands de nourriture, familles allongées sur des couvertures de pique-nique. Le scandale du nom commun était désormais de l'histoire ancienne. Ce que les gens voulaient, c'était de la joie. Quelque chose de vrai. Léa est arrivée avec les triplés, vêtus de salopettes assorties et de baskets colorées. Ethan portait sa vieille guitare acoustique en bandoulière. Leurs noms furent annoncés doucement. À suivre. Mia, Max et Miles Walker chantaient notre chanson dans le jardin. Un silence s'installa lorsqu'ils montèrent sur la petite scène. Ethan, assis sur un tabouret derrière eux, jouait. Puis les enfants ont chanté. C'était simple. Juste quelques couplets. Mais ces mots étaient de la pure magie.
Quand nous étions petits, perdus et nouveaux, nous rêvions de quelqu'un de chaleureux et de vrai. Puis un jour, il a compris que nous étions à lui et qu'il était à nous. Les gens ont commencé à pleurer. Léa, filmant depuis le public, dut cligner des yeux pour ne pas perdre le fil. Au dernier accord, les triolets se retournèrent et embrassèrent Ethan. Il laissa tomber sa guitare et les serra fort, enfouissant son visage dans leurs petites épaules. La vidéo a été publiée le soir même. Elle a atteint les 5 millions de vues en 2 jours. Les commentaires ont afflué. Cela a guéri quelque chose en moi. Donnez à cet homme une carrière musicale épanouissante. Il mérite le monde. Les enfants savent toujours qui les aime. Toujours. Les propositions affluaient dans les centres communautaires pour qu'Ethan enseigne la musique, les blogueurs souhaitaient des interviews, et même une proposition de bourse pour les triplés d'une prestigieuse académie des beaux-arts. Mais le message le plus important provenait d'une source improbable, une lettre manuscrite. Sans timbre. Laissée sur leur portail. On pouvait y lire « Vous avez fait valoir votre point de vue. Ils t'ont choisi. J'arrête de m'en mêler. Tu as gagné. » Ethan le tenait, indéchiffrable. Léa ne célébra pas. Elle recula. Mais ce n'est pas fini. Elle ne peut plus contrôler le récit, a-t-il dit. Le monde est déjà décidé. Mais une autre surprise l'attendait encore. Cette semaine-là, Ethan fut invité à se produire au gala à Noir City Harmony, un événement caritatif télévisé en faveur des jeunes défavorisés, le même événement autrefois parrainé par la Fondation Victoria. Une justice poétique. Il hésita d'abord. « Je ne suis pas une star, dit-il à Léa. Je suis un pianiste en panne qui chante des berceuses. Mais ces berceuses ont sauvé tes enfants, dit-elle doucement. Et elles t'ont sauvé. » Il la regarda, puis hocha la tête. « Alors je jouerai. Pour eux. » Le soir du gala arriva. L'événement s'est déroulé au Civic Théâtre du centre-ville, avec des lustres, des tapis rouges et des équipes de presse. Ethan est arrivé en costume simple. Sans clinquant. C'était la vérité. Léa était assise avec les triplés au premier rang. Lorsque l'animateur l'a présenté, il y a eu des applaudissements polis. Puis il monta sur scène et s'assit au piano à queue, sous les projecteurs. Il ne parla pas. Il joua simplement. La mélodie commença lentement, la berceuse. La même que celle du banc public, de l'hôpital, du tribunal. Seulement, cette fois, elle était plus ample. Plus aiguë. Plus forte. Puis sa voix retentit, grave et riche. Oui, je me suis éloigné de chez moi. On m'a menti, réduit au silence, laissé seul. Mais des voix faibles, courageuses et vraies. Il m'a rappelé à moi, à toi. À la fin de son discours, le public était debout. Les gens pleuraient. Dans les coulisses, un producteur de musique s'est approché de lui. Monsieur Coleman, c'était électrique. Avez-vous déjà envisagé de faire un album? Ethan cligna des yeux. J'étais musicien de rue il y a 3 mois. Exactement. Voilà l'histoire. Dehors, sous les lumières tamisées, Léa attendait. Il s'avança dans la nuit et lui sourit. Comment ai-je fait? Elle l'embrassa doucement. Ils se souviendront de cette chanson pendant 100 ans. Les triplés accoururent avec un trophée fait main, une couronne en papier pailleté. Max la lui plaça sur la tête. Tu es le roi de la musique, papa. Ethan rit. C'est le meilleur prix que j'ai jamais gagné. Ce soir-là, ils retournèrent au chalet sous les étoiles, vitres baissées, les enfants endormis à l'arrière. Ethan tendit la main par-dessus la voiture et prit celle de Léa. Peu importe où nous irons, murmura-t-il, c'est tout ce dont j'aurai besoin. Léa sourit. Alors tu ferais mieux de continuer à chanter. Quand le monde te dit qu'on est oublié, il suffit parfois d'une voix d'enfant pour te rappeler à la maison. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires qui chantent seconde chance, guérison et espoir. 3 semaines après le gala, la vie au chalet a commencé à prendre un rythme qui, pour la première fois depuis des années, semblait ordinaire. Les petits déjeuners étaient bruyants et chaotiques. Les triplés se disputaient à propos des saveurs des céréales. Ethan jouait une musique d'ambiance au piano pendant que Léa préparait les paniers repas. Et pourtant, un non-dit persistait dans l'air, une question que Léa n'avait pas osé poser et qu'Ethan n'avait pas pleinement expliquée.
Que se passerait-il maintenant qu'Ethan avait légalement accès à la succession Coleman? La vérité arriva enveloppée dans un dossier juridique marron, remis par Maître Potter, l'avocat de longue date du défunt père d'Ethan. Ils étaient assis à la table de la cuisine, le dossier entre comme une capsule temporelle scellée. Je n'étais pas seulement l'avocat du père d'Ethan, commença Maître Potter. J'étais son ami. Et vers la fin, il savait que l'Empire n'était plus entre de bonnes mains. Il a réécrit son testament quelques mois avant sa mort. Léa regarda Ethan, puis de nouveau Monsieur Potter. Que dit-il? Monsieur Potter ouvrit le dossier et glissa une simple feuille de papier. Si Ethan Coleman engendre des enfants et se voit refuser l'accès à eux par tromperie ou manipulation d'un membre de sa famille, l'héritage sera transféré directement à ses héritiers, et Ethan agira comme fiduciaire jusqu'à leur majorité. Victoria Coleman perdra tout droit de gérer ou d'accéder à la fiducie dans ces conditions. Léa le fixa. Il savait. Il se doutait de quelque chose. Victoria était prudente, mais pas assez. Il m'a laissé ce testament pour protéger Ethan et les enfants dont il ignorait peut-être l'existence. Les mains d'Ethan tremblaient légèrement lorsqu'il signa les documents de l'ancien fiduciaire. C'est fait, dit Monsieur Potter. L'avenir de vos enfants est assuré, éducation, santé, stabilité. La voix de Léa était basse. Et Victoria? Elle a déjà été servie. Et à en juger par le silence, je crois qu'elle a accepté la défaite. Ethan regarda Léa. On n'a rien à se reprocher, si ça te met mal à l'aise. Mais Léa secoua la tête. Je me fiche de l'argent. Ce qui m'importe, c'est qu'elle ne puisse plus jamais y toucher. Ethan se pencha par-dessus la table et lui prit la main. Elle ne le fera plus. Plus jamais. Cet après-midi-là, ils réunirent les enfants dans le jardin, sous l'arbre où ils avaient planté leur petit jardin. Ethan s'agenouilla devant eux, tenant 3 petites enveloppes. Tu te souviens comment tu m'as confectionné cette couronne, dit-il en souriant. Max hocha fièrement la tête. Tu es toujours le roi de la musique. Eh bien, gloussa Ethan. Aujourd'hui, vous 3 devenez encore plus cool. Il ouvrit les enveloppes et remit à chacun un certificat coloré. Héritier de l'héritage Coleman, par la volonté de votre grand-père. Les triplés le fixèrent du regard. Quel héritier? Demanda Miles. Ça veut dire que tu fais partie de quelque chose de plus grand, dit Ethan. Mais plus que ça, ça veut dire qu'on est aimé, protégé et qu'on a un avenir que personne ne peut nous enlever. Mia plissa les yeux. Ça veut dire qu'on est riche? Léa rit. Ça veut dire qu'on peut s'offrir de meilleurs crayons. Ils éclatèrent tous de rire. Ethan les prit dans ses bras. Ça veut dire plus de secrets. Plus de silence. Tu sauras toujours qui tu es. Plus tard dans la semaine, quelque chose d'inattendu arriva au chalet, ni une menace, ni une attaque. Mais un colis soigneusement emballé, livré sans mots. Léa l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une couverture de bébé poussiéreuse et magnifiquement conservée, bleu pâle, brodée du nom d'Ethan Junior. Elle en retint le souffle. Elle la retourna. En dessous se trouvait une lettre manuscrite sur un épais parchemin. Je l'ai gardée. Je n'ai jamais cessé de pleurer la vie que tu as perdue. J'avais tort. Tout ça. Mais je ne sais pas comment m'excuser. Il faudra faire avec. Léa plia le mot en silence et le tendit à Ethan. Il resta silencieux un long moment. Puis, finalement, dit-il, elle ne le dira jamais à voix haute. Mais ce ne sont pas des excuses plus proches que ça. Et est-ce important? Demanda Léa. Ethan regarda le jardin, où les enfants chassaient les papillons. C'était le cas avant. Plus maintenant. Le dimanche suivant, la ville organisait une fête des récoltes d'automne. Les familles locales vendaient des tartes maison, des objets artisanaux et des bougies. Les enfants peignaient des citrouilles et dansaient en images. Léa avait préparé 2 douzaines de pains aux bananes. Ethan avait accepté de se produire sur la petite scène en plein air. Pas de caméra, pas d'équipe de tournage. Juste une guitare, sa voix et une communauté qui lui semblait désormais comme à la maison. Les triplés installèrent un stand de limonade à côté de la table de leur mère, criant fièrement « Un jus frais pour ton âme ». Léa secoua la tête en riant. Des génies du marketing, tous les 3. Quand Ethan monta sur scène, un silence s'abattit sur la place. Il ne dit rien.
Il regarda simplement Léa et les enfants et se mit à chanter. La route était longue, les mensonges profonds. Mais l'amour a réveillé ce que la douleur avait endormi. Et dans un jardin petit et libre. J'ai trouvé mon âme, ma maison, mes trois. Alors que la dernière note retentissait, Mia courut vers la scène et lui serra la jambe. Max et Miles n'étaient pas loin derrière. La foule applaudit, pas fort, mais longuement. Non pas pour la performance, mais pour le voyage. Pour un homme qui avait tout perdu et qui avait trouvé plus qu'il n'aurait jamais cru possible. Ce soir-là, après le festival, Léa trouva Ethan sur le porche, contemplant les étoiles. Elle s'assit à côté de lui. « Ils ont adoré ta chanson, dit-elle. Je l'ai écrite pour eux. Pour toi. » Elle sourit. « Tu le pensais vraiment. Tu te fiches de l'héritage. » Il se tourna vers elle. « Le seul héritage qui m'importe, c'est celui qui chante dans la cuisine, peint mes chaussures et m'appelle papa. » Elle appuya sa tête sur son épaule. « J'ai été si en colère pendant si longtemps, murmura-t-elle. Contre toi. Contre la vie. À moi-même. Et maintenant, je suis simplement reconnaissante. » Ils restèrent assis en silence, le chant des grillons emplissant la nuit. Quand la vérité triomphe enfin et que ceux qui étaient autrefois brisés commencent à s'épanouir, on réalise que le véritable héritage, c'est l'amour. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires où la famille ne se trouve pas seulement, mais se construit. 1 an plus tard, le cottage avait changé. Le jardin était plus grand, avec des rangées soignées de tomates, de haricots et de tournesols orientés vers le soleil. Le vieux piano avait été accordé et astiqué, trônant fièrement près de la porte arrière où Ethan jouait souvent tandis que les enfants dansaient pieds nus dans l'herbe. Une pancarte sculptée à la main était accrochée près du portail. Cette maison était née de la musique et de la boue. C'était une phrase que Mia avait inventée et qu'elle avait insisté pour qu'ils affichent après que les triplés aient aidé à planter le premier arbre au printemps dernier. Ils l'avaient appelé Espoir. À l'intérieur de la maison, les murs étaient tapissés d'œuvres d'art, pas de tableaux coûteux, mais de dessins d'enfants, des portraits au crayon de bonhommes allumettes aux cheveux en bataille et au visage souriant. Max avait encore dessiné Ethan avec une couronne. Cette fois, Léa en avait une aussi. Ce matin-là, tandis que le soleil filtrait à travers les fenêtres, Léa se tenait au comptoir de la cuisine en train de beurrer des tartines tandis qu'Ethan préparait les paniers repas. « Pomme ou raisin aujourd'hui » lança-t-il par-dessus son épaule. « Raisin, dit Léa. Il risque moins d'être écrasé avant la récréation. » Mia courut dans la cuisine, Miles la suivant, tous deux en chaussettes dépareillées et ricanant. « Max ne veut pas sortir de la salle de bain, dit Mia d'un ton théâtral. Il se coiffe pour la photo et dit qu'il est le personnage principal maintenant. » Léa gifla. « Dis-lui que s'il est en retard, son déjeuner sera à moi. » Quelques instants plus tard, Max apparut, les cheveux lissés en arrière, se pavanant fièrement comme un mannequin. Présentant l'héritier de l'empire de la limonade, Ethan plaisanta en lui tendant une brique de jus. Léa regarda sa famille autour d'elle, la poitrine chaude et pleine. Il y a 1 an, cela aurait semblé un fantasme. C'était mardi. Après avoir déposé les enfants à l'école, Ethan gara la voiture sur un parking calme près de la place. Il sortit lentement, regardant de l'autre côté de la place. Léa la suivit, son foulard serré autour du cou tandis que les feuilles d'automne tourbillonnaient. Le même banc était toujours là, patiné mais inchangé. La même fontaine ricanait non loin de là. Les mêmes pigeons sautillaient sur le chemin pavé. C'était là que leur histoire avait recommencé. Là où leurs enfants, guidés par quelque chose que personne ne pouvait expliquer, s'étaient jetés dans les bras d'un inconnu et l'avaient appelé « papa ». Ethan s'assit lentement sur le banc. Léa le rejoignit. « Il paraît plus petit, dit-elle. »« Nous avons grandi, répondit-il. » Ils restèrent assis en silence un moment, écoutant simplement le vent. « Tu te souviens, dit Ethan, de ton regard quand tu m'as vu ? » ?»« À quelle époque ?» frappa Léa. Il rit. « Quand tu as réalisé que je n'étais pas parti. Que je ne t'avais pas quitté. » Elle se tourna vers lui, le regard doux. « Je ne t'ai jamais oublié. Pas vraiment. Même quand je le voulais. » Il hocha la tête. « Pareil. » Une petite fille passa devant eux en trottinant, serrant un ours en peluche dans ses bras et saluant des pigeons. Léa la regarda et sourit. « C'est drôle, dit-elle. Cet endroit m'avait autrefois semblé être un lieu de passage. Maintenant,
c'est comme une page que je relirai sans cesse. À l'école, les triplés étaient assis en classe et travaillaient sur un devoir d'écriture. Le sujet était « Écrit sur la personne qui a changé ta vie ». Mia a parlé de la musique d'Ethan, expliquant comment elle la rassurait avant même de savoir qu'elle venait de lui. Max a écrit sur les yeux de Léa, sur la façon dont il disait toujours la vérité, même quand le monde ne la disait pas. Et Miles, d'une écriture tordue, n'a écrit qu'une seule phrase. Quand j'ai vu papa pleurer, j'ai su qu'il avait besoin de nous aussi. Plus tard dans la soirée, en rentrant chez eux, la famille trouva un colis sur le pas de la porte. Il venait de Monsieur Potter. À l'intérieur se trouvait un petit journal relié en cuir et un court mot. Depuis le bureau de ton père. Il a toujours cru que tu retrouverais le chemin du retour. Je pense qu'il savait que tu y parviendrais par amour, pas par héritage. Ethan ouvrit le journal. Il était rempli d'entrées manuscrites, de pensées, d'espoir et de regrets. Une ligne sur la dernière page fit pleurer Léa. Si mon fils devient père un jour, je prie pour qu'il choisisse le cœur plutôt que l'empire. Parce qu'un seul tient. Ce soir-là, Ethan a convaincu les triplés. Raconte-nous encore l'histoire, dit Max. Celle où on t'a trouvé. Ethan sourit. Encore une fois. Tu l'as entendu des centaines de fois. Mais on aime ta voix, bâilla Mia. Ethan s'assit au bord du lit. Bon, encore une fois. Il était une fois 3 petits cœurs courageux qui errèrent sur une place. Ils n'étaient pas perdus, ils cherchaient. Et juste de l'autre côté de la place, un homme était assis en pleurs, car lui aussi avait perdu quelque chose. Mais quand ces 3 cœurs coururent vers lui, ils lui rappelèrent qui il était. Pas un homme brisé. Pas un nom oublié. Juste un père. Leur père. Miles tendit la main et la prit. Et puis, murmura Ethan, il retrouva le chemin de la maison. Léa se tenait à la porte, les bras croisés, les yeux fixés sur lui. Alors qu'Ethan sortait et fermait la porte de la chambre des enfants, elle le serra dans ses bras. Pas de concert ce soir, la taquina-t-elle. Je garde la nouvelle chanson pour demain, murmura-t-il en retour. Elle l'embrassa sur la joue. On a le droit de se reposer parfois, tu sais. Ethan a giflé. Le repos, c'est ennuyeux. T'aimer, ce n'est pas ça. Elle leva les yeux au ciel, enjouée, mais son cœur s'emballa. Dehors, la lune brillait au-dessus du cottage. Le jardin était silencieux. Le vent bourdonnait doucement dans les arbres. À l'intérieur, la musique était silencieuse, mais seulement pour un instant. Puis, quelque part dans la maison, les douces notes familières de la berceuse se mirent à résonner, celles qui recollaient les morceaux de leur histoire. Celles que les triplés connaissaient par cœur. Celles qui résonnaient autrefois sur un banc du parc. Et je vivrai désormais dans cette maison, pour toujours. Parce que parfois, l'histoire ne commence pas à la naissance, mais au moment où quelqu'un dit enfin, tu es à moi. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires où l'amour se souvient, la vérité rachète et où la famille revient à la maison.